Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rachta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Brigitte Macron est un homme, une folle rumeur, fausse, mais largement diffusée sur les réseaux sociaux, au moins depuis 2021, y compris jusqu'aux États-Unis. Brigitte Macron a déposé plainte contre X. Un procès pour cyberharcèlement a eu lieu cette semaine, délibéré attendu en janvier 2026. 10 personnes étaient dans le box des accusés. Nous allons voir qui sont-elles, pourquoi ont-elles relayé cette rumeur et d'où vient-elle exactement. Brigitte Macron, cible de la complosphère mondiale, c'est le 97e numéro de Complorama. Commençons par l'actualité donc d'une rumeur infamante, ce procès pour cyberharcèlement. Je rappelle donc que certains affirment que Brigitte Macron, née Brigitte Trogneux à Amiens en 1953, serait en réalité un homme transgenre nommé Jean-Michel Trogneux, qui serait en fait l'un de ses frères. Les prévenus ont relayé cette rumeur, mais écoutez ce que dit Maître Fabian, avocat de l'un des prévenus, informaticien à Annecy. C'était à la sortie du procès mardi, au micro de Mathilde Lemaire de France Info. On est à la limite d'avoir peur de parler, puisqu'aujourd'hui, si vous exprimez une opinion qui ne soit pas dans le bon entendement de l'air ambiant, eh bien vous risquez d'être poursuivi. Toutes les libertés sont tous les jours un peu entravées. Parce que le problème aussi, c'est que ces échanges de tweets ne sont pas adressés à Madame Macron. C'est des personnes qui échangent entre elles. C'est pas la même chose que d'être insulté directement. Alors j'imagine, Rudy, que ça te fait réagir. Qu'est-ce qui t'a frappé de manière plus générale, plus globale dans ces 2 jours de procès ? Bon, que d'abord, le cyberharcèlement, c'est un délit, que c'est pas l'expression d'une opinion. La liberté d'expression, c'est pas le droit, ça n'a jamais été le droit de diffamer impunément, ni en France, ni nulle part ailleurs, dans le monde d'ailleurs. Donc on a vu beaucoup la notion de liberté d'expression être mobilisée par les prévenus et leurs avocats à la faveur de ce procès, certains d'ailleurs comparant même leurs propos à la licence journalistique qui était laissée à Charlie Hebdo, par exemple. Et ça fait penser à une forme d'arsenalisation de la notion de liberté d'expression au service d'un projet politique qui est en fait la revendication de pouvoir désinformer sans frein et sans limite. Or, ces gens-là ne sont pas au-dessus des lois, de la même manière que Brigitte Macron, elle n'est pas en dessous des lois, c'est une justiciable comme un autre, et comme tous les autres justiciables, elle a le droit d'être protégée par la loi. Alors tu as évoqué l'esprit Charlie, qui a été évoqué donc par les prévenus à ce procès. Est-ce que c'est un bon argument ou est-ce que c'est choquant ? Ça, il faut le laisser à l'appréciation de nos auditeurs, mais quand on travaille avec des militants d'extrême droite, comme c'est le cas pour les têtes de pont de cette campagne de cyberharcèlement, il faut quand même oser se réclamer de l'esprit Charlie. Le centre de gravité politique de toute cette campagne, c'est quand même l'extrême droite, pas n'importe laquelle, l'extrême droite complotiste, souvent pro-Kremlin, souvent anti-vax également. Deuxième point, on a des gens qui ont invoqué le droit à la satire. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc qu'ils n'ont jamais vraiment cru ce qu'ils affirmaient. C'est-à-dire ils n'ont jamais vraiment cru à ce mensonge selon lequel Brigitte Macron était née homme. Donc c'est d'une certaine manière, on peut dire que c'est eux qui ont pris leur audience pour des imbéciles. Et puis dernier point, le procureur a cru devoir distinguer entre les instigateurs et les suiveurs. Pourquoi ? Parce que c'est une plainte contre X qui a été déposée. Du coup, les enquêteurs, la police, la justice, a rassemblé des éléments pour savoir qui devait être sur le banc des prévenus. Et on a des personnes qui sont des inconnus, des anonymes, qui sont assez peu influents, qui ont participé à la curée contre Brigitte Macron. Ça a un avantage, c'est celui de l'exemplarité. Ça montre que la loi s'applique à tous, puissants ou moins puissants, connus ou pas connus. C'est la même chose avec les délits autoroutiers, par exemple, l'excès de vitesse. Mais toi, Tristan ? Il y a pas mal de choses. D'abord, la première chose, c'est que le procès lui-même a été le support de théories complotistes. On a certains influenceurs qui ont questionné le fait que la veille avait été diffusé un documentaire sur BFM sur le sujet, sur cette théorie folle autour de Brigitte Macron. Ils en ont conclu que, évidemment, tout ça était préparé, que c'était préorganisé, qu'on avait diffusé ça exprès pour pouvoir influencer le procès du lendemain. On a d'autres influenceurs qui ont considéré que la suspension, quelques jours auparavant, de l'avocat Juan Branco, qui devait représenter certains des accusés, était évidemment préméditée par le pouvoir pour s'assurer, encore une fois, la victoire du procès.
Alors au-delà de ça, on a aussi des arguments qui ont fait surface durant le procès que je trouve assez marquants, et notamment un qui a été vraiment un argument récurrent dans la complosphère, c'est pourquoi est-ce que Brigitte Macron n'a pas apporté la preuve qu'elle était tout simplement une femme. On a l'une des principales co-accusées, Amandine Roy, qui l'a dit autour de la salle d'audience, qui l'a exprimé, comme si c'était évidemment à la victime évidemment de prouver les accusations, et comme si surtout ça allait changer quoi que ce soit. Évidemment, ça ne changerait absolument rien. C'est une dynamique complotiste, un feu complotiste qui s'est mis en route. C'est pas les faits qui vont aujourd'hui l'arrêter. Voilà pour ce qui vous a marqué dans ce procès. Je rappelle les réquisitions de lundi et mardi, les peines de prison de 3 à 12 mois avec sursis et des amendes allant jusqu'à 8 000 €. 3 personnes en particulier sont visées sur les 10. Ce sont les meneurs pour le tribunal, Tristan. Oui, et on a essentiellement Aurélien Poisson-Atlan, qui est donc responsable du compte Zoé Sagan. Et donc qui c'est un homme qui a un compte de femme. Et oui, c'est assez cocasse. Hein. Okay. Et c'est lui qui est évidemment un maillon essentiel de la viralisation de toutes ces théories d'ailleurs autour de Brigitte Macron. Et d'ailleurs Alain Soral, qui est aussi un militant antisémite et d'extrême droite, révélera en 2024 les liens qui existent entre Poisson-Atlan et une autre personne dont on a parlé tout à l'heure, qui est Xavier Poussard, et qui est le responsable d'un média d'extrême droite, Fait et Documents, qui est également central dans la diffusion de cette théorie complotiste. Alors Aurélien Poisson-Atlan, c'est quelqu'un qui a barboté véritablement dans les milieux d'extrême droite et qui a été particulièrement actif et un vecteur significatif de l'accélération de cette théorie à partir de 2023 sur X avec son fameux compte Zoé Sagan. Il a vraiment surfé sur à peu près toutes les théories complotistes possibles et imaginables. Son fait de guerre, ça n'est pas que cette affaire-là. Il a capitalisé sur toutes les théories tendances de la complosphère. Ça va du Covid au vaccin, aux élites pédosatanistes, en passant par toute la désinformation de la propagande russe et à peu près, en gros, toutes les théories virales dans la complosphère. Et d'ailleurs, c'était pour lui, je crois, une véritable stratégie. Il a, au cours de sa vie numérique en ligne, avec son compte Zoé Sagan, identifié tout ce qui buzzait dans la complosphère pour se l'attribuer et surfer dessus. Il a énormément joué d'un dispositif assez classique ici de la complosphère, qui est l'effet d'annonce, le teasing. Nous, on appelle ça le complotisme prédictif, en essayant d'annoncer qu'il était sur le point de révéler quelque chose d'énorme ou que quelque chose de gigantesque allait faire surface. Et j'ai d'ailleurs un exemple en tête qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que début octobre 2024, il annonçait que Hillary Clinton allait être mise en détention quelques jours plus tard. Évidemment, rien n'est advenu, mais on est dans cette captation d'audience, d'attente de quelque chose d'énorme qui va venir. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que cet exemple-là, il se trouve qu'il l'a pompé, véritablement copié, récupéré, réactivé de la complosphère QAnon américaine qui en 2017 annonçait déjà, c'était d'ailleurs le moment d'explosion de la mouvance QAnon aux États-Unis, qui annonçait déjà l'arrestation prochaine d'Hillary Clinton. C'est les mêmes leviers, la même logique, il n'est qu'un copieur de ce qui a déjà marché dans la complosphère. Rudy. Il y a un autre prévenu important qui était au procès, c'est Bertrand Scholler. Bertrand Scholler, figure bien connue de la complosphère francophone. C'est un ingénieur de formation, galeriste également. On l'a vu beaucoup sur des médias d'extrême droite, complotistes, pro-Kremlin. C'est quelqu'un qui pense qu'on n'a pas marché sur la Lune, qu'on nous ment sur le Covid, sur le 11 septembre et qui pense aussi qu'un nouvel ordre mondial est en place, est en train de se mettre en place. Bon, donc il coche là aussi à peu près toutes les cases du bon complotiste contemporain. Lui aussi a participé à la curée contre Brigitte Macron et des réquisitions assez sévères ont été prises contre lui. Autre personnalité incontournable, Tristan, c'est une médium de profession. Oui, il s'agit d'Amandine Roy, qui clairement a été un maillon essentiel de la diffusion de cette folie autour de Brigitte Macron. C'est une youtubeuse, médium, comme tu viens de le dire, et qui sera d'ailleurs celle qui va relayer le témoignage de Natacha Ray, qui est vraiment à l'origine de la rumeur autour de Brigitte Macron, et qui fera une vidéo qui deviendra virale en 2021 avec des centaines de milliers de vues. Mais Amandine Roy, c'est aussi un profil vraiment déroutant et
turbo-conspi. Elle va évidemment attaquer à la fois le gouvernement, Emmanuel Macron, qu'elle accusera par exemple, plein d'autres accusations absolument folles, mais elle accusera Macron de piloter un escadron de la mort chargé d'éliminer ses opposants. Elle va surfer sur tout le délire vraiment propre à la complosphère autour des réseaux pédocriminels. Elle va même accuser, par exemple, Michel Drucker de protéger des pédophiles. Mais elle va aussi s'attaquer à Volodymyr Zelensky, bien sûr, en reprenant une partie de la désinformation russe, notamment, par exemple, en remettant en cause les massacres, les terribles massacres de Mariupol. Elle va relayer toutes les théories possibles et imaginables autour des vaccins, du Covid, de Big Pharma. Et surtout, elle va développer tout un discours extrêmement virulent contre la franc-maçonnerie. Et pour qu'on situe un peu le personnage, j'ai un scoop. Elle a annoncé tout récemment, il y a quelques jours, qu'elle allait entrer en politique en septembre 2026 et qu'elle allait se présenter comme une autorité supranationale, intronisée comme reine, pour devenir un leader de la planète entière. Voilà le type de profil qui vient s'associer à cette affaire et cette curée autour de Brigitte Macron. Juste une petite chose, ça rappelle furieusement l'exemple de Romana Didulo au Canada, qui s'était érigée elle-même en reine QAnon du Canada. On en a parlé ici, on a passé des extraits. Voilà pour les prévenus. Parmi les avocats, des personnages hauts en couleur, maître Carlo Brusa, on va l'écouter, il raconte que son client est traumatisé par la procédure. Il y a le grand criminel, il y a les criminels, bien sûr. Alors, le policier ne sait pas qui est devant lui, mais quand tu vas prendre quelqu'un à 6 h du matin pour des tweets, excusez-moi, tu vas pas, parce que le mec, il est poursuivi pour trafic de stupéfiants et risque 20 ans de réclusion criminelle. Alors, c'est pour cette raison que je veux dire qu'on est à niveau, alors que normalement, une affaire comme ça, tu dis à quelqu'un, venez, mais non, il fallait faire peur. Il fallait faire peur dès le début, il fallait effectivement. Aujourd'hui, mon client me dit encore aujourd'hui que des fois il se réveille la nuit en repensant à la garde à vue. Un sursaut. Et ça, il faut que les gens le comprennent parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et oui, mais Duralex, Sedlex, la loi contre le cyberharcèlement, elle prévoit des peines de prison. Donc c'est pas rien, c'est un délit très grave qui peut conduire des gens au suicide, qui peut conduire à une dégradation de leur santé mentale. On ne parle pas de simples tweets satiriques, encore une fois. Mais effectivement, c'est intéressant d'entendre Carlo Alberto Brusa, qui était effectivement l'un des avocats, un avocat d'un des prévenus de ce procès, parce que lui et d'autres sont des figures de la complosphère. Ce que je veux dire, c'est que l'une des spécificités de ce procès, c'est que plusieurs avocats des prévenus sont eux-mêmes des figures de la complosphère. Donc c'est le cas d'Alberto Brusa, très clairement, depuis au moins la pandémie de Covid-19. Il a pris des positions qui relèvent de la désinformation et du complotisme le plus échevelé. Juan Branco, évidemment, alors qu'il n'a pas pu, finalement, puisqu'il a été suspendu, il était sanctionné par le barreau la semaine dernière, donc il n'a pas pu défendre, en tout cas plaider pour son client Aurélien Poisson-Atlan, mais on se rappelle que Juan Branco, c'est aussi l'avocat de figures de l'extrême droite antisémite comme Kémy Séba, ou l'avocat du gilet jaune Maxime Nicole, qui lui aussi s'était illustré par plusieurs déclarations complotistes. On avait également François d'Angléan, qui s'est présenté à l'audience. Alors, lui, c'est l'avocat de Natacha Ray, qui ne faisait pas partie des prévenus, mais il a introduit une question prioritaire de constitutionnalité. Il a le droit d'intervenir dans le procès. Il a le droit d'intervenir. Alors, ça a été jugé irrecevable, donc ça a été écarté, mais c'est le droit des avocats de pouvoir venir... procès est public, on est en démocratie, voilà, ça fait partie des droits. Mais c'est intéressant qu'il ait voulu faire ce coup d'éclat. D'Angléan, là aussi, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui lui-même soutient des théories du complot et qui a été l'avocat de Dieudonné, par exemple. Et puis, une autre avocate, Maude Marian, qu'on a vu quelques jours plus tôt, interviewée sur le média complotiste Nexus, là aussi, qui est l'un des principaux médias complotistes français. On passe maintenant à l'analyse de cette rumeur. Alors pourquoi cette fausse rumeur « Brigitte est un homme » prend-elle? Quels sont les leviers qui font que cela fonctionne, Tristan? Il y a pas mal de choses, mais
Oui, disons qu'il y a déjà le fait que ça va convoquer un imaginaire qui est déjà très fertile dans la complosphère, qui est celui d'élites supposément dégénérées, corrompues dans leur sexualité, dans leur identité sexuelle, dans leur orientation sexuelle. C'est une thématique qui est vraiment prégnante, vraiment dans la complosphère internationale d'ailleurs. Et on rappelle par exemple que pour les QAnon eux-mêmes parlent d'élites pédosatanistes. Donc c'est pas nouveau dans cet imaginaire véhiculé par la complosphère. Ensuite, il faut le dire, cette théorie complotiste est profondément politique. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Elle a une motivation clairement idéologique, marquée notamment par l'extrême droite. L'objectif, évidemment, c'est de discréditer un adversaire politique dont on veut détruire l'image. Et on voit bien d'ailleurs que cette tonalité idéologique d'extrême droite, parce que ces attaques visent à présenter l'adversaire comme opposé à la structure familiale idéalisée par l'extrême droite, avec ce que doit être une sexualité hétéronormée, ce que doit être une femme ou une cellule familiale. Et dernière chose, ces attaques s'appuient sur un discours profondément transphobe, qui est la transphobie, qui est d'ailleurs très populaire au sein de l'extrême droite planétaire et qui nourrit d'ailleurs une véritable panique morale. Enfin, cette théorie complotiste qui vise Brigitte Macron se nourrit aussi de précédents. C'est pas nouveau, ce type d'attaque. On pense évidemment à Michelle Obama, qui a été victime des mêmes accusations en 2008, mais aussi d'une mouvance complotiste qui est apparue en ligne peu après 2010 aux États-Unis, qu'on appelle la transvestigation, dont l'objectif est de démontrer que les femmes célèbres sont en fait des hommes. Rudy, tu as une expression pour ce genre de rumeur ? Oui, c'est une rumeur zombie. Elle n'est pas de moi, cette expression, elle est d'un journaliste du Guardian, un journaliste britannique, parce qu'au final, qu'avons-nous ? Tout commence comme un délire basé sur une intuition, que Brigitte Macron ne serait pas née femme. Ça a continué comme un mensonge politiquement motivé. Ça a culminé avec la reprise de ce mensonge sous la forme d'une campagne de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et puis, ça s'est internationalisé avec le portage de la rumeur par une partie de la magasphère, via notamment Candace Owens, dont on va parler. Au final, on a une rumeur qui refuse de mourir, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, rumeur zombie. C'est-à-dire une rumeur de laquelle aucune réfutation ne peut venir à bout. Ça donne une théorie du complot insubmersible, étanche aux faits, comme toujours, et qui aura une postérité. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont été jugés là, les réquisitions qui les concernent, parlent de peine de prison avec sursis. La peine endurée par Brigitte Macron, elle est à perpétuité. Jusqu'à la fin de ses jours, probablement, il y aura l'accompagnement de cette rumeur infamante la concernant. Autrement dit, le cyberharcèlement risque fort de continuer, même si il va peut-être entrer dans une phase de basse intensité. Passons à l'allumage de cette rumeur, Brigitte est un homme. Comment est-ce que c'est né et comment est-ce que ça s'est déployé, Rudy ? Alors, pour le comprendre, il faut faire un point sur la chronologie. D'abord, au départ, on a une femme qui se présente comme journaliste indépendante, qui est ni journaliste ni spécialement indépendante, qui s'appelle Natacha Ray. Et début 2021, elle envoie un mail à plusieurs médias comme Le Canard enchaîné ou Mediapart. Elle rentre en contact avec un journaliste de Mediapart. Elle demande même à être recrutée comme salariée par Mediapart, sans donner évidemment de preuves, d'éléments, mais elle pose ça comme condition de sa collaboration. Et puis on sait qu'en juin 2021, elle commence à collaborer avec Xavier Poussard, directeur de Faits et Documents, lettres confidentielles d'extrême droite bien connues. À l'automne 2021, Faits et Documents pousse cette théorie, mais en s'abritant derrière les propos de Natacha Ray. C'est-à-dire qu'on a Xavier Poussard qui n'assume pas vraiment, il attend de voir. On a l'impression que cet attentisme, c'est une sorte de ballon d'essai. On se dit, est-ce que ça va prendre ou pas ? Oui, juste un point sur Faits et Documents, parce qu'avant d'être dirigé par Xavier Poussard, dont tu viens parler à l'instant, qui est un proche d'Alain Soral, ce média d'extrême droite a été fondé en fait au milieu des années 90 par un dénommé Emmanuel Ratier, qui officiait d'ailleurs à l'époque sur Radio Courtoisie, qui existe encore aujourd'hui, qui est une radio d'extrême droite. Et cet Emmanuel Ratier était lui-même l'héritier intellectuel de Henri Coston, qui fut un collaborationniste missionné par Philippe
Pétain durant la Seconde Guerre mondiale pour se documenter sur la franc-maçonnerie. Donc là, on a une généalogie assez folle, assez parlante, et pour un média dont le rôle essentiel dans cette affaire qui concerne Brigitte Macron sera de donner d'abord un vernis pseudo-journalistique et de constituer un véritable millefeuille argumentatif. Oui, et puis, donc je parlais de ce ballon d'essai, et ça marche, puisque en décembre 2021, on a cette médium, Delphine Gégous, alias Amandine Roy, qui interviewe Natacha Ray. Et cette vidéo, qui dure plusieurs heures, provoque un buzz énorme. Au point que la rumeur se développe hors de tout contrôle, et que le 12 janvier 2022, c'est-à-dire un mois après seulement, après cette vidéo, eh bien, Brigitte Macron, qui est au journal télévisé de 13h sur TF1, est questionnée sur le sujet. Oui, elle est interrogée par Jacques Legros, on l'écoute. Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Vous me confirmez que vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce qu'il faut les captures d'écran, oui. Il faut l'intégralité des propos rapportés. Donc, en ce qui me concerne, c'est un petit peu long. Voilà, Brigitte Macron donc, qui s'exprime dans un grand journal, le journal de 13h de TF1. Et elle dément la rumeur, et évidemment, ça ne tue pas la rumeur. Octobre 2022, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk. Le changement des règles sur cette plateforme qui devient X, avec notamment des pastilles de certification payantes qui permettent de faire des posts beaucoup plus longs et beaucoup plus visibles, parce que poussés algorithmiquement. Et là, on a Aurélien Poisson-Atlan, dont tu parlais tout à l'heure, Tristan, qui réactive le compte Zoé Sagan. Oui, puis là, il faut dire juste quelques chiffres, mais il a une explosion phénoménale. Hein. Il commence à devenir viral dès l'été 2023 et il passe vraiment de quelques dizaines de milliers d'abonnés à quelques centaines ou à 200 000 abonnés quelques mois plus tard, en profitant notamment de cette pastille et de la viralité absolument folle. Pour l'avoir suivi à l'époque, certains de ses tweets arrivaient à cumuler des millions de vues. Donc il est vraiment un acteur central dans la viralisation, particulièrement sur X. Et il relaie tout un folklore, on va dire, autour de cette rumeur, ce conte Zoé Sagan. Oui, Aurélien Poisson-Atlan est quelqu'un qui a vraiment une vraie culture numérique. Et il va essayer d'utiliser tous les leviers qu'il a en ligne. Il va utiliser tous les codes, les tendances numériques. Il va lancer ce qu'on appelle des mèmes, hein, des images virales, comme la coccinelle, qui fait écho à un hashtag qu'il a également lancé, qui s'appelle Ladybug, et qui va viraliser sur X. Alors j'explique rapidement. Ladybug, en fait, ça veut dire coccinelle en anglais. Hein. Mais il joue en fait sur l'idée que la première dame, la First Lady, Brigitte Macron, serait en fait un bug, d'où le hashtag Ladybug. Et tout ça sous-entendrait en fait qu'elle ne serait pas une femme. Alors, il y a une autre hypothèse qui n'est pas exclusive de celle dont tu viens de parler, qui est coccinelle. C'est aussi le nom d'une danseuse, d'une personnalité transgenre des années 50, 60. Et donc, ce serait aussi une référence, une allusion à ça. Et puis cette coccinelle, hein, cette effigie de la coccinelle, eh bien, on va la retrouver dans des affiches brandies, dans des manifestations d'extrême droite ou en emoji, en émoticône, hein, sur les profils de militants complotistes en ligne, comme un véritable signe, hein, de ralliement. Rien à voir donc avec le dessin animé Ladybug qui a fêté ses 10 ans cette année. Et cette rumeur sur Brigitte Macron intéresse les pays étrangers, en premier lieu les États-Unis. Et revoilà Candace Owens, dont on a déjà parlé ici dans Complorama. Mais voici ce qu'elle disait sur Brigitte Macron le 30 juillet 2024. Elle montre 4 photos. Il y a 2 photos de Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte Macron, puis 2 photos de Brigitte Macron. Et elle montre en gros que voilà, c'est un homme qui s'est transformé. On l'écoute. Il est temps de vous réveiller. Donc nous allons recommencer à partir du début avec une photo de Brigitte Macron dont le vrai nom est Jean-Michel Trogneux. La personne que vous voyez à droite n'est pas une femme. Voilà Candace Owens. Comment Candace Owens aux États-Unis est-elle tombée sur cette rumeur ? Bon, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, la complosphère, elle est mondialisée aujourd'hui. Donc ça échange très bien, c'est très fluide. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle est en train de nous expliquer qu'un frère peut ressembler à sa sœur, ce qui est quand même
par ailleurs complètement évident. Non, ce qui est intéressant avec l'internationalisation de cette rumeur, c'est qu'elle en fait un point d'honneur, Candace Owens. En mars 2024, quelques mois avant cet extrait vidéo, elle déclare sur X qu'elle met en jeu toute sa réputation professionnelle sur le fait que Brigitte Macron est en réalité un homme. Elle parle de cette pseudo-affaire comme du plus grand scandale politique de l'histoire humaine. Et puis, elle nous dit, et là il faut l'écouter, « Cela signifierait que la France est potentiellement dirigée par un menteur psychopathe et un pédophile. Telles seraient les implications s'il s'avérait que cette affaire est vraie. Cela signifierait également que l'ensemble de la presse française est impliquée dans la tentative de dissimulation de cet énorme mensonge. » Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du conditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas la moindre preuve ou début de commencement de preuve de ce qu'elle affirme, mais elle y va quand même. Plus tard, elle fera en 2024 la jonction avec Xavier Poussard. Elle poussera le petit essai de Xavier Poussard qui s'appelle « Becoming Brigitte », « Devenir Brigitte » en français. Un livre un peu d'opportunité pour pouvoir alerter le public mondial, international, en anglais sur cette affaire. D'ailleurs, les 2 premiers résultats Amazon, lorsqu'on recherche Brigitte Macron, eh bien, c'est ces livres-là, précisément. Et puis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, quand même, c'est que Candace Owens, elle est très largement discréditée au sein même de son camp, l'extrême droite pro-Trump américaine. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Candace Owens, c'est une complotiste qui a des points de vue hétérodoxes sur plein de sujets. Ah oui, ouais. Elle ne croit pas à l'existence des dinosaures. Elle est convaincue qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Elle est sur ce registre-là, complotiste. Et même si elle est discréditée pour une part de l'extrême droite américaine, qui la trouve un peu trop excessive, il n'empêche qu'elle a quand même été invitée par l'une des têtes de la magasphère américaine aujourd'hui, qui est Tucker Carlson, qui a une capacité de viralité beaucoup plus forte encore que Candace Owens, et qui l'a interviewé dans une vidéo, alors qu'il lui-même a plus de 16 millions d'abonnés sur X, et qui a, dans cette interview, a généré des millions de vues, tout en adhérant à sa théorie complotiste, en considérant que ce qu'elle disait était clairement une réalité. C'est l'heure de conclure. Tristan, Rudy, est-ce que Brigitte Macron a eu raison d'attaquer ? C'est toujours une question qu'il faut se poser, celle de la réponse à donner quand on est attaqué par ce type de délire complotiste. Évidemment, si cette rumeur reste relativement confidentielle, il faut peut-être éviter de lui donner plus de résonance pour éviter ce qu'on appelle le fameux effet stressant. Mais dans cette affaire, on est sur une viralité globale, mondiale. Donc la réplique judiciaire est clairement à la fois légitime et pertinente, même si, bien sûr, elle n'arrêtera jamais le feu complotiste. Rudy ? Moi, je dirais que dans tous les cas, les harceleurs sont gagnants. Ils risquent pas grand-chose. C'est vraiment un jeu du pile je gagne, face tu perds. C'est une alternative piégée de savoir s'il faut attaquer ou pas. Pour les victimes, il n'y a que des mauvaises solutions. Tous les choix sont mauvais dans le sens où porter plainte, c'est, tu l'as dit Tristan, prendre le risque de faire connaître la rumeur, de l'amplifier. Mais c'est aussi prendre le risque d'être débouté par la justice, et donc, parce qu'on n'a jamais aucune garantie de gagner, après tout, et donc de donner une victoire judiciaire à ceux qui vous harcèlent et qui vous diffament. Et puis, c'est leur permettre de se faire de la publicité sur votre dos. Toute cette agitation autour du procès fait de la bande passante pour les conspirationnistes, pour cette affaire et pour d'autres d'ailleurs. Mais ne pas le faire, ne pas porter plainte, ne pas avoir recours à la justice, c'est aussi un argument en faveur des harceleurs qui peuvent se retrancher, et ils l'ont fait plusieurs fois, derrière l'argument « si c'est faux, pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas plainte ?» Voilà, donc encore une fois, l'alternative est piégée. Merci Tristan Mendès France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci. Et merci à Sacha Trop au son, Nicolas Andreu, Floriane Bercani et Pascal Baudot à la vidéo. C'était le 97e numéro de Complorama.